Alors que je profitais du mariage de mes rêves, mes parents sont entrés vêtus de noir. Maman a arraché le micro. Nous sommes en deuil. Notre fille est morte pour nous. Toute la salle s'est figée. Mon mari a pris le micro et a souri froidement. Je m'appelle Laurel. À 39 ans, je pensais m'être construit une vie totalement à l'abri de mes parents. Puis les lourdes portes en chêne de la salle de bal du Columbus Country Club se sont ouvertes en grand. Une bouffée soudaine d'air frais de fin septembre a coupé l'odeur chaude de gâteaux à la vanille et de légumes d'automne rôtis. Le tintement des verres de champagne s'est complètement arrêté, remplacé par un silence lourd et suffocant. Il y a 10 mois, ma mère, Beverly, est entrée dans ma réception de mariage vêtue d'une robe de deuil noir descendant jusqu'aux chevilles. Elle n'a pas regardé les compositions florales ni les invités, car ses yeux se sont directement fixés sur moi. Mon père, Craig, la suivait juste derrière, portant un grand trépied noir qui tenait un smartphone. Le petit voyant rouge sur l'écran brillait déjà, ce qui signifiait qu'il diffusait en direct. Je savais exactement à quoi servait ce téléphone, car 2 jours plus tôt, j'avais vu le scénario qu'ils avaient écrit pour ce moment précis. Je n'ai pas paniqué, et je n'ai certainement pas fui. J'ai simplement regardé à travers la salle en direction du responsable du domaine et j'ai fait un léger signe de la tête. La sécurité se tenait prête dans le couloir, mais je devais attendre, car j'avais besoin que mes parents parlent en premier. Le groupe de mariage jouait un morceau de jazz doux, mais la musique s'est éteinte lorsque ma mère a marché droit vers la scène. Elle a arraché le micro des mains du chanteur principal. Un fort grincement d'effet Larsen a résonné sous le haut plafond, faisant se couvrir les oreilles à plusieurs invités qui se sont reculés sur leurs chaises. Ma mère s'est tenue au centre de la piste de danse, tenant le micro près de sa bouche. Nous ne sommes pas venus ici pour célébrer, a dit Beverly, sa voix résonnant, lourde d'un chagrin joué et répété. Nous sommes en deuil. Nous portons du noir parce que la fille que nous avons élevée est morte pour nous. Un silence absolu s'est abattu sur la salle. J'entendais quelqu'un octer près des tables du fond. Mon père se tenait à quelques mètres de sa femme, ajustant l'angle du téléphone pour s'assurer que nous étions tous dans le cadre. Il tapotait sans cesse l'écran, vérifiant le nombre de spectateurs. Certaines des personnes qui nous fixaient étaient mes invités dans la salle, mais je savais que mes tantes, mes oncles et mes anciens voisins regardaient cela depuis leur salon, chez eux. Caleb a fait un pas en avant, la mâchoire serrée, et je pouvais sentir la chaleur qui émanait de son bras. Il voulait arracher le micro à cette femme. J'ai attrapé sa main et lui ai serré fort les doigts, me penchant pour lui chuchoter d'attendre. J'avais besoin que ma mère prononce ces mots à haute voix. Pendant des années, elle et mon père avaient bâti une chaîne médiatique lucrative sur l'histoire selon laquelle l'addiction leur avait définitivement volé leur enfant. Ils n'avaient jamais dit à leurs abonnés que j'avais terminé avec succès mon traitement. J'avais besoin qu'ils confirment leurs propres mensonges lors de leur direct. Laurel est toujours perdue dans sa maladie, a dit ma mère à la caméra, en essuyant un œil parfaitement sec. La fille qui se tient là est dans un déni profond, et elle utilise ce mariage pour faire croire que tout va bien. Nous devions venir ici et montrer la vérité au monde. Voilà. Beverly venait de me traiter d'accro-active. Ma propre mère affirmait que la famille m'avait perdu, et la femme qui m'avait élevé confirmait qu'ils filmaient pour montrer au monde leur version de la vérité. Entendre ces choses devant mes amis m'a fait l'effet d'un coup de poing en pleine poitrine. Cela faisait mal, mais j'ai tenu bon. Mon père s'est avancé dans le cadre de la caméra, aux côtés de sa femme. Il a pointé un doigt accusateur vers Caleb. Cet homme a isolé notre fille de sa vraie famille, a dit Craig, sa voix résonnant dans la salle de bal sans micro. Il contrôle son argent et la maintient malade. Nous avons tout essayé pour la sauver. Si vous voulez aider des familles comme la nôtre à continuer ce combat, veuillez cliquer sur le lien de don épinglé en bas de cette vidéo. Il ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. Craig a transformé une insulte en transaction commerciale, en plein milieu de mon mariage. Il avait apporté une caisse enregistreuse à des funérailles qu'il avait lui-même inventées. J'ai lâché la main de mon mari et j'ai hoché la tête. C'était le moment. Caleb est descendu calmement des marches de la table d'honneur. Il n'a pas crié, et il n'avait pas l'air en colère. L'homme avec qui j'allais passer ma vie s'est simplement avancé vers ma mère et lui a calmement retiré le micro des mains. Elle était tellement sous le choc de son assurance tranquille qu'elle l'a laissé faire. Caleb s'est tourné vers le smartphone sur le trépied, fixant directement l'objectif de la caméra. « Vous êtes venu ici pour enterrer sa réputation » a dit Caleb, la voix parfaitement calme.
Malheureusement pour vous. J'ai apporté des preuves. Ma femme m'a demandé de vous laisser finir votre spectacle d'abord. Il a mis la main dans la poche de son costume et en a sorti une petite télécommande, appuyant sur un seul bouton. Le grand écran de projection derrière la scène, qui devait montrer un diaporama de nos photos d'enfance, s'est soudainement allumé. Une image massive d'un email a rempli l'écran. Il était daté d'il y a 7 ans, et l'expéditeur était Beverly Mercé. Le texte était surligné en jaune vif afin que tout le monde dans la salle et tous ceux qui regardaient le direct puissent le lire clairement. Je suis tellement fier de toi pour avoir terminé ton traitement, disait l'email. Ton conseiller a dit que ta guérison est totalement stable. J'ai regardé ma mère. L'expression tragique et éplorée sur son visage a disparu, et sa bouche est restée béante pendant 3 longues secondes. Elle a simplement fixé ses propres mots éclairés sur le mur. Elle avait complètement perdu le rythme. Elle s'attendait à ce que je hurle et que je les jette dehors, mais elle ne s'attendait pas à ce que j'apporte des preuves. Mon père a tendu la main vers le trépied, les mains tremblant soudainement. Caleb a réappuyé sur la télécommande. L'email a disparu et un nouveau document est apparu sur l'écran. C'était la page de titre d'une proposition de documentaire envoyée directement par la société de production de mon père. Juste sous le titre en gras, un sous-titre plus petit était clairement visible pour chaque personne qui regardait, épisode final, la confrontation du mariage. La lumière du projecteur éclairait le visage pâle de mon père dans la salle de bal. Voir cet email briller sur l'écran m'a ramené directement au jour où ma mère avait réellement tapé ces mots. Pour comprendre pourquoi mes parents ont transformé mon mariage en un spectacle public, il faut remonter 9 ans en arrière. Ma vie s'est brisée lors d'un violent orage sur l'Interstate 70. Un camion de livraison a dévié de sa voie, et ma petite voiture a fait plusieurs têtes à accent grave que sur l'asphalte mouillé avant de s'encastrer dans une barrière en béton. Un chirurgien a posé 3 broches métalliques dans mon épaule pour maintenir l'os. À ma sortie de l'hôpital, les infirmières m'ont tendu un flacon orange en plastique de sédatif et d'antidouleur sur ordonnance. Au début, j'ai suivi les instructions à la lettre. Je prenais une pilule toutes les 6 heures. Mais le médicament a fait plus que d'engourdir mon épaule élancée, il a fait taire le bruit constant dans ma tête. Chaque inquiétude concernant ma carrière, mon loyer et mon avenir s'est dissoute dans un brouillard chaud et lourd. La descente s'est faite discrètement. J'ai commencé à prendre une dose 1 heure plus tôt, puis 2 heures plus tôt. Lorsque le flacon s'est vidé, je me suis tenu au comptoir de la pharmacie et j'ai menti effrontément au pharmacien, prétendant avoir fait tomber accidentellement les pilules dans l'évier. La honte avait un goût de cuivre amer au fond de ma gorge. Sachant que je glissais vers quelque chose de dangereux, j'ai pris une décision qui m'a sauvé la vie. J'ai trouvé un programme de traitement ambulatoire local. Comme mon assurance maladie ne couvrait pas la totalité du coût, j'ai prélevé discrètement $3000 sur un compte d'épargne joint que je partageais avec mes parents. Je ne leur ai pas dit à quoi servait l'argent avant que la clinique ne m'admette officiellement. Je n'étais pas une victime parfaite, j'avais fait une terrible erreur et j'en assumais chaque parcelle. Lorsque j'ai avoué la vérité, ma mère s'est montrée présente. Beverly m'emmenait à mes séances de thérapie du soir. Elle m'apportait des tisanes et me tenait la main dans la salle d'attente froide. Elle prenait aussi des photos de moi assise sur ces chaises en plastique inconfortables, me jurant que c'était juste pour nos archives familiales privées. Craig a géré la situation différemment. Mon père transportait un carnet en cuir à son groupe paroissial du dimanche, écrivant soigneusement mes luttes quotidiennes pour les partager sous forme de demandes de prière. La congrégation lui donnait des tapotements sympathiques sur l'épaule. Il buvait cette attention comme de l'eau dans le désert. Il y a 7 ans, j'ai officiellement terminé mon traitement. Mon conseiller a signé mes papiers de sortie. Ma mère a envoyé cet email chaleureux que Caleb venait de plaquer sur le mur de la salle de bal. Pendant exactement 1 semaine, nous avons été une famille normale célébrant une victoire. Puis mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt à cause des notifications. Un ami du lycée m'a félicité pour mon courage. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a laissé un message vocal en pleurs. Beverly avait publié un long pavé sur sa page publique de réseau social. Le texte détaillait tout mon historique médical privé. Juste sous le texte se trouvait une photo de moi, épuisé et fragile lors de mon premier jour de désintoxication. Je l'ai appelé immédiatement, mes doigts serrant le téléphone si fort que mes articulations étaient blanches. J'ai supplié cette femme de retirer la publication. Beverly semblait incroyablement calme à l'autre bout du fil. Laurel,
les gens ont besoin d'entendre ça, a dit ma mère. Des dizaines de familles m'écrivent déjà pour me dire que notre combat leur donne de l'espoir. Tu es égoïste de vouloir cacher ton histoire. J'ai envoyé un long SMS ce soir-là, exigeant explicitement qu'elle retire mes dossiers médicaux d'Internet. Elle a totalement ignoré le message. Les j'aime et les partages n'ont cessé de grimper. Mon père a remarqué ces chiffres d'engagement. Craig avait toujours été un homme à la recherche d'un filon rentable. Un mois plus tard, un centre communautaire local l'a invité à parler des difficultés familiales. J'ai refusé d'y aller. Il y est allé quand même, utilisant mes initiales et affichant mes anciennes photos sur un grand écran. Les organisateurs lui ont remis un chèque de $500 à la fin de la soirée. Ce petit cachet d'intervenant a changé le cours de ma famille pour toujours. L'argent a planté une graine sombre dans l'esprit de mon père, mais c'est l'adulation du public qui a vraiment changé ma mère. Beverly a découvert que la communauté l'adorait beaucoup plus lorsqu'elle pleurait. Une mère avec une fille guérie et en bonne santé n'est qu'une personne ordinaire avec une vie normale. Une mère menant un combat désespéré et perdu contre une terrible maladie est un héros tragique. En raison de cette logique tordue, leur histoire publique a commencé à basculer. Le récit a cessé de porter sur ma guérison réussie. À la place, mes parents ont commencé à utiliser des expressions comme « la fille que nous avons perdue » et « le cauchemar continu auquel nous faisons face ». Je pensais qu'ils exagéraient simplement pour obtenir la sympathie des amis de l'Église. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient en train de bâtir une marque commerciale. J'ai déménagé à Columbus et je me suis investi à fond dans mon nouveau travail de gestion d'un programme de logement temporaire. J'aidais des femmes victimes de violences à fixer des limites fermes, tout en échouant totalement à appliquer les miennes. J'ai arrêté de rentrer pour les fêtes, espérant que la distance ferait perdre à mes parents tout intérêt pour ma vie. Le silence a fonctionné pendant quelques années. Puis, un mardi après-midi, une collègue s'est approchée de mon bureau. Cette jeune femme semblait incroyablement mal à l'aise. Elle a fait glisser son téléphone personnel sur mon bureau, le poussant par-dessus mes papiers. « Laurel, je suis tellement désolé », a chuchoté ma collègue. « Est-ce vraiment ta famille ?» J'ai regardé l'écran lumineux. L'application était ouverte sur une vidéo montée de manière professionnelle, comptant plus de 50 000 vues. Le titre en gras disait « Quand votre enfant accro choisit la drogue plutôt que la famille ». Juste en dessous, servant de miniature, se trouvait une photo de mon visage du jour où je me suis réveillé de mon opération de l'épaule. L'image de la miniature s'est imprimée dans mes rétines. En fixant le téléphone de ma collègue, en regardant mon propre visage épuisé étalé sous un titre sensationnaliste, quelque chose de froid et de tranchant s'est installé derrière mes côtes. J'ai remercié ma collègue, j'ai fermé l'application et je suis allé directement à l'imprimante du bureau. Le temps des demandes polies était officiellement révolu. Ce week-end-là, j'ai fait 3 heures de route pour retourner dans ma maison d'enfance. Une épaisse pile de captures d'écran imprimées reposait sur le siège passager, lourde du poids de ma vie privée volée. Mes parents buvaient leur café dans la véranda quand je suis entré sans frapper. J'ai jeté la pile de papier sur la table basse en verre. Les pages glacées ont glissé sur la surface pour s'arrêter juste à côté de la tasse de thé de ma mère. « Supprimez-les », ai-je exigé, en gardant une voix dangereusement basse. Chaque vidéo, chaque publication, immédiatement. Beverly a regardé les impressions et ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Elle a tendu la main pour tenter de prendre la mienne. « Nous essayons d'aider les gens, Laurel, » a chuchoté ma mère. Des dizaines de mères m'écrivent chaque semaine. « Pourquoi as-tu si honte de ton parcours ?» L'audace pure de sa réaction m'a serré la poitrine. J'étais tellement concentré sur le jeu d'actrice larmoyant de ma mère que je n'ai pas remarqué que mon père avait posé son téléphone face contre la table. L'application dictaphone tournait silencieusement. « Vous ne voulez pas d'une fille ?» ai-je dit, ma voix tremblant sous une décennie de rancœur accumulée. « Vous voulez un public. » Je me suis retourné et je suis sorti, pensant avoir enfin tracé une ligne rouge. 2 jours plus tard, un nouvel extrait audio est apparu sur leur chaîne. Craig avait coupé l'enregistrement à la perfection, sa version éditée ne jouait que la première moitié de ma phrase, s'arrêtant juste après que j'ai dit qu'il ne voulait pas d'une fille. Des milliers de commentaires ont afflué. Des inconnus louaient mes parents pour leur force inébranlable et me condamnaient comme une enfant sans cœur et brisée qui abandonnait sa famille aimante. Me disputer par téléphone faisait clairement leur jeu, alors j'ai arrêté d'appeler. Au lieu de cela, j'ai changé d'approche.
J'ai ouvert un dossier caché sur mon ordinateur. Pendant des mois, j'ai méticuleusement pris des captures d'écran de chaque nouvelle publication, consigné les dates de mise en ligne et suivi l'historique de leurs modifications. La piste numérique montrait clairement comment ils manipulaient la chronologie et fabriquaient du drame. J'ai envoyé un email officiel exigeant le retrait de mon image, en joignant quelques preuves rassemblées. Mon père a totalement ignoré le message. Il savait qu'une travailleuse sociale à la fin de la vingtaine n'avait pas les moyens de se payer un avocat pour mener un procès civil à rallonge. Il me croyait impuissante. Il se trompait sur mon pouvoir, mais il avait raison concernant mon compte bancaire. J'avais besoin d'une nouvelle stratégie, car rester dans leur orbite détruisait lentement mon esprit. Le lundi suivant, je suis entré dans une boutique de téléphonie et j'ai changé de numéro. J'ai arrêté de rentrer pour Thanksgiving. Quand Noël est arrivé, ma boîte aux lettres est restée vide, et je m'assurais que mes courriers sortants ne comportaient jamais d'adresse de retour. La culpabilité me rongeait l'esprit pendant ces paisibles soirées de fête. Parfois, je prenais le téléphone, me demandant si la femme qui m'avait élevé s'était enfin rendue compte de ce qu'elle avait sacrifié. Mais le souvenir de cet extrait audio truqué me retenait toujours de composer le numéro. J'ai choisi le silence plutôt que d'être du contenu pour leur commerce. S'installer à Columbus m'a offert une page blanche. J'ai mis toute mon énergie dans mon travail au programme de logement temporaire. Mes journées se passaient à aider des femmes victimes de violences à obtenir des appartements sûrs et à établir des limites fermes avec des proches toxiques. J'étais excellente pour enseigner aux autres comment se protéger, pourtant je portais une faille massive dans ma propre armature, je n'avais jamais parlé de mon passé à mes nouveaux amis ni à mes collègues. L'addiction, la désintoxication et l'exploitation continue par ma famille restaient verrouillées dans un coffre mental. Je pensais que le silence était un bouclier, ignorant totalement que garder des secrets ne fait que construire des murs autour des personnes qu'on veut laisser entrer. 2 ans après mon déménagement, un ami commun m'a présenté à Caleb Price. Il travaillait dans la gestion des risques commerciaux, analysant des réclamations d'assurance complexes avec une précision calme. Nous nous sommes rapprochés grâce à notre amour commun pour les dimanches matins tranquilles et le café bas de gamme des dîners. Quand les choses sont devenues sérieuses, je lui ai donné une version très épurée de mon passé. J'ai simplement dit à Caleb que mes parents et moi n'étions pas proches, évoquant une séparation naturelle plutôt qu'une rupture hostile. Il a accepté cette explication floue sans insister pour obtenir des détails douloureux. Notre relation s'est renforcée au fil de 3 années, et nous avons emménagé dans un petit duplex en briques près du parc de la ville. Je croyais sincèrement que le passé était enfin enterré. Chaque fois qu'une ombre de culpabilité surgissait, je la repoussais, me convainquant que protéger Caleb des drames de ma famille était un acte d'amour. Je me trompais. Le silence ne le protégeait pas du tout, il le laissait juste marcher aveuglément dans un champ de mine. Un mardi soir pluvieux a brisé ma paix soigneusement construite. J'étais dans la cuisine en train de couper des légumes pour la soupe quand Caleb est arrivé du salon. Ses pas semblaient anormalement lourds. Il s'est arrêté à côté de l'îlot de cuisine et a posé son téléphone à plat sur le comptoir en granit. L'écran était allumé. Il montrait le décor familier du salon de mes parents. Beverly s'essuyait les yeux, fixant directement l'objectif de la caméra. Notre fille est toujours vivante, pleurait ma mère à travers le haut-parleur du téléphone, mais l'addiction a tué la femme qu'elle était. Caleb a tendu la main et a mis la vidéo en pause. Il n'avait pas l'air en colère, une douleur profonde et lourde assombrissait ses yeux, le genre de peine qui survient lorsqu'on réalise que quelqu'un en qui on a confiance nous a caché un PAN entier de sa vie. L'homme que j'aimais a regardé l'image figée de ma mère en pleurs, puis a relevé les yeux vers moi. « Est-ce que ça parle de toi ?» a demandé doucement Caleb. L'îlot de cuisine ressemblait à la barre d'un tribunal. J'ai baissé les yeux sur le téléphone de Caleb, fixant la vidéo en pause de ma mère éplorée, et un lourd silence s'est installé dans la pièce. Dehors, la pluie frappait contre les carreaux, mais à l'intérieur de notre duplex, l'air s'était complètement figé. J'ai posé le couteau de cuisine. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, en prenant une inspiration lente et superficielle. « Oui », ai-je répondu, en gardant une voix incroyablement stable. « C'est ma mère. » Les mots avaient un goût amer, comme du vieux cuivre. Je me suis tenu là, dans la cuisine chaleureuse, et j'ai étalé les éléments les plus sombres de mon histoire. J'ai raconté à l'homme que j'aimais l'accident de voiture, les flacons de pilules oranges et les renouvellements anticipés. J'ai avoué les mensonges racontés pour obtenir plus de médicaments, m'attendant totalement à ce qu'il prenne ses clés de voiture et franchisse la porte d'entrée.
Caleb a simplement écouté. Il s'est appuyé contre le comptoir, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Quand j'ai enfin fini d'expliquer la clinique de désintoxication et ma guérison réussie, il a pointé du doigt l'écran lumineux du téléphone. Et cette vidéo, a demandé doucement Caleb. Je me suis retourné et j'ai traversé le court couloir jusqu'à notre bureau. Mes pas résonnaient fort sur le plancher en bois franc. Caleb me suivait de près. J'ai ouvert mon ordinateur portable, cliqué sur le dossier caché et chiffré, et lui ai montré exactement ce que mes parents faisaient depuis quelques années. J'ai étalé les captures d'écran, l'historique des modifications et les chronologies fabriquées. Le silence dans la petite pièce s'est étiré jusqu'à devenir suffocant. Caleb a passé une main sur son visage, la tension qui émanait de ses épaules remplissant l'espace. Il était furieux, mais pas à cause des pilules, la colère qui s'échappait de lui découlait directement du fait que j'avais construit une forteresse massive pour le tenir à l'écart. « Tu pensais vraiment que je te quitterais pour quelque qui s'est produit il y a 10 ans, a dit Caleb, sa voix portant une pointe acérée de blessure sincère. J'ai croisé les bras, mes instincts défensifs se réveillant. La pièce est soudainement devenue très froide. C'est ma vie privée, ai-je répondu en levant le menton. J'ai géré ça. Je me suis retiré de leur maison et je me suis construit une nouvelle vie. L'homme a secoué la tête, s'approchant suffisamment pour que je puisse sentir son savon au cèdre. Tes secrets ne font pas que te protéger, Laurel, m'a-t-il dit. Ils construisent un mur qui m'empêche de me tenir à tes côtés quand tu es attaqué. Cette seule phrase a brisé la glace dans ma poitrine. J'ai soudainement réalisé que ma féroce indépendance s'était lentement transformée en un isolement total. Nous nous sommes assis sur le tapis décoloré du bureau et nous avons conclu un accord formel. J'ai transféré tout le dossier de preuves sur son ordinateur, lui donnant un accès complet à la piste numérique. Mais je l'ai aussi regardé droit dans les yeux et j'ai posé une limite stricte et non négociable. Tu ne peux pas les appeler, lui ai-je dit en articulant chaque mot. Tu ne peux pas régler ça pour moi en coulisses. Absolument aucune action publique ne se fera sans mon autorisation explicite. Caleb détestait clairement l'idée de rester assis sans rien dire pendant que deux inconnus monétisaient le nom de sa compagne, mais il a hoché la tête. Le gestionnaire de risque a accepté de suivre mes directives, faisant confiance à mon jugement plutôt qu'à ses instincts protecteurs. Cette trêve fragile a tenu parfaitement pendant près d'un an, jusqu'à ce qu'un doux dimanche matin change notre trajectoire. Nous étions assis sur le porche, à boire du café bon marché. L'air d'automne était frais contre mon visage. Caleb a sorti un petit écran en velours usé de la poche de sa veste et l'a posé sur la table en bois entre nos tasses. Il n'y a pas eu de grand discours, pas de photographe caché, pas de spectacle public. Il m'a simplement demandé si je voulais construire une vraie famille avec lui. J'ai dit oui, et une prise de conscience terrifiante a immédiatement suivi, des fiançailles signifiaient un mariage, et un mariage signifiait une cible extrêmement visible. Plus tard dans la soirée, j'ai suggéré que nous allions simplement au tribunal du centre-ville pour signer les papiers du mariage en secret. Caleb a traversé le canapé et a pris ma main, son pouce suivant la ligne de mes articulations. Il m'a rappelé que me cacher revenait à laisser Beverly et Craig dicter la forme de notre avenir. Nous avons finalement décidé d'organiser un vrai mariage, refusant de réduire notre bonheur simplement pour éviter leurs caméras. 6 mois avant la cérémonie, une épaisse enveloppe couleur crème est arrivée dans notre boîte aux lettres. L'écriture en cursive familière sur le devant appartenait à ma mère. J'ai ouvert la lettre sur le comptoir de la cuisine, mes doigts suivant le papier gaufré coûteux. Beverly écrivait que sa fille unique lui manquait désespérément. Elle ne présentait pas de véritables excuses pour les vidéos, mais la lettre incluait la phrase soigneusement formulée « Des erreurs ont été commises ». Elle affirmait vouloir seulement s'asseoir silencieusement sur un banc d'église pour me voir me marier, jurant sur sa foi qu'elle n'apporterait pas de caméra et ne mentionnerait sa chaîne médiatique à personne. Cette supplique semblait incroyablement manipulative, pourtant un petit coin naïf de mon cœur se demandait si l'amour maternel de base pouvait occasionnellement l'emporter sur son besoin désespéré de public. Je n'ai pas répondu par un appel téléphonique larmoyant, j'ai répondu par un contrat juridique strict. Ma réponse posait des conditions absolues à leur présence, pas de diffusion en direct, pas de discours, et aucun invité médiatique. J'interdisais spécifiquement à mes parents d'utiliser mon nom ou toute photo du lieu du mariage sur leur plateforme. À ma grande surprise, Beverly et Craig ont signé le document et renvoyé l'enveloppe sans la moindre plainte. Pendant 4 mois tranquilles, je me suis permis de croire que nous avions trouvé une paix tendue mais gérable. Puis août est arrivé, exactement 2 mois avant la date du mariage.
Un nouvel email de mon père est tombé dans ma boîte de réception. Craig prétendait avoir besoin que je signe un formulaire d'autorisation média standard. Son message le présentait comme une exigence de routine pour le photographe professionnel qu'il voulait engager pour faire un album de famille personnelle. Le document joint ressemblait en tout point à un modèle juridique générique, mais mes yeux ont capté un petit bloc de texte très dense enfoui tout en bas de la deuxième page. Les petites lignes accordaient explicitement à sa société de production le droit permanent d'utiliser mon image et mon apparence dans de futurs contenus documentaires et éducatifs. Le papier épais de l'autorisation semblait lourd et faux entre mes mains. Prenant un gros marqueur noir dans le tiroir de mon bureau, j'ai tracé une ligne sombre et épaisse en plein travers de la clause documentaire au bas de la page. L'encre a complètement traversé le dos de la feuille. J'ai placé le document altéré dans une enveloppe renforcée et l'ai renvoyé directement à la société de production de mon père. Craig a appelé exactement 2 jours plus tard. C'est juste du langage juridique standard pour n'importe quel photographe, a-t-il insisté, sa voix suintant d'une patience forcée. Le vieil homme me parlait comme si j'étais une enfant confuse refusant de manger ses légumes. J'ai refusé de céder. J'ai besoin d'une confirmation écrite que mon image n'apparaîtra dans aucun projet commercial, ai-je répondu en gardant un ton parfaitement plat. Sinon, l'invitation est officiellement annulée. Nous avons atteint un bras de fer tendu, qui a finalement conduit à un dîner de réconciliation dans un restaurant italien calme du centre-ville plus tard dans la semaine. L'odeur de l'ail rôti et du pain chaud flottait généreusement dans l'air. Ma mère s'est parfaitement comportée pendant l'entrée. Elle a commandé de l'eau pétillante, a souri doucement et a posé des questions polies sur mes compositions florales. Mais mon père a passé tout le repas à m'interroger sur la logistique du lieu. Les invitations officielles mentionnaient déjà le nom et l'adresse du country club, ce qui leur donnait l'emplacement de base. Craig voulait cependant le plan détaillé. Où exactement est positionnée la scène principale, a demandé le vieil homme en coupant son poulet au parmesan. Et à quelle heure les prestataires ont-ils accès aux portes de chargement? J'ai bu une longue gorgée de vin, gardant une expression totalement neutre. Le responsable de la salle gère toute cette logistique, lui ai-je dit. Caleb s'est décalé dans sa banquette en cuir, sa jambe appuyant chaudement contre la mienne sous la table. Sur le chemin du retour, mon fiancé a souligné une vérité évidente. Ton père n'a pas posé une seule question sur la façon dont tu te sentais ou sur l'endroit où nous allions pour notre lune de miel, a noté Caleb, les yeux fixés sur la route mouillée. La campagne de pression a commencé quelques jours après ce dîner. Une tante du côté de ma mère a appelé pour me rappeler à quel point je devais être reconnaissante pour ce rameau d'olivier. Sa voix craquait au téléphone, pleine d'un jugement autosatisfait. Un autre parent éloigné a même laissé un message vocal suggérant que Caleb contrôlait mon emploi du temps et m'isolait de ceux qui m'avaient élevé. Je n'ai pas gâché mon énergie à me disputer avec des gens qui ne connaissaient que la moitié de l'histoire. J'ai simplement rédigé une liste claire de limites concernant la confidentialité lors de la cérémonie et j'ai envoyé le document par email à chaque membre de la famille figurant sur la liste des invités. Mes parents ont répliqué par l'intermédiaire de leur public. Une nouvelle vidéo est apparue sur leur chaîne principale dès le lendemain matin. Beverly était assise dans son fauteuil habituel, portant un gilet pastel, l'air fragile mais optimiste. Nous pourrions enfin revoir notre fille bientôt, a-t-elle dit à la caméra, joignant les mains sur sa poitrine. Elle n'a jamais mentionné mon nom ni le mariage directement, mais les sous-entendus étaient extrêmement clairs. J'ai parcouru la section des commentaires sur mon ordinateur. Des inconnus encourageaient mes parents à exiger des excuses publiques de leur enfant dévoyé. Plusieurs spectateurs ont même suggéré d'organiser une confrontation pour forcer un rapprochement familial. Craig a laissé chaque commentaire hostile visible sur la page, laissant la foule numérique prendre de l'ampleur. L'agression numérique croissante m'a poussé à agir. Je suis entré dans un immeuble de bureaux élégants du centre-ville et j'ai engagé un avocat spécialisé dans la protection de la vie privée et la diffamation. L'équipe juridique a immédiatement rédigé une lettre de mise en demeure formelle exigeant que mes parents s'abstiennent de filmer ou d'exploiter l'événement du mariage. Ils ont également émis une notice stricte de conservation des preuves, obligeant légalement la société de production à conserver toutes les communications internes et les projets de vidéo. Mon avocat m'a averti qu'un procès complet maintenant consommerait toute la semaine du mariage, nous entraînant dans un tribunal plutôt que dans une chapelle. Nous avions besoin de preuves concrètes d'une nouvelle violation, pas seulement de questions suspectes autour d'une table de restaurant. Cette preuve concrète est presque arrivée le mardi suivant. Mon téléphone de bureau a sonné alors que j'organisais des dossiers de logement.
Le responsable du country club semblait incroyablement confus à l'autre bout du fil. Laurel, quelqu'un vient d'appeler pour se renseigner sur les monte-charges de service et le positionnement du matériel de diffusion, a expliqué le responsable, la voix tendue par l'inquiétude. La personne a prétendu faire partie de votre équipe médiatique familiale, mais elle ne figure pas sur la liste des prestataires approuvés que vous me l'avez donnée. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Lorsque j'ai confronté Craig par SMS, il a totalement nié être au courant de cet appel, prétendant qu'un fan zélé avait dû deviner le lieu. J'ai immédiatement rappelé le country club. Je leur ai ordonné de verrouiller tous les points d'accès techniques et d'engager des agents de sécurité supplémentaires pour les portes d'entrée. Nous avons établi une règle stricte pour le week-end, les invités pouvaient apporter leur téléphone portable personnel, mais absolument aucun matériel de diffusion professionnel non enregistré n'était autorisé à l'intérieur du bâtiment. Nous avions réussi à sécuriser le périmètre physique, mais la véritable menace est venue par une porte numérique secondaire. Exactement 2 jours avant la cérémonie, une notification a surgi sur mon écran d'ordinateur. Un email était arrivé sur ma boîte professionnelle publique, l'adresse figurant ouvertement sur le site web de mon programme de logement. Le message ne contenait aucune pièce jointe, juste un paragraphe de texte et un numéro de téléphone de bureau. Je m'appelle Tessa Cole, disait le message. Je travaille sur le documentaire de vos parents. Veuillez demander à votre avocat de vérifier mon identité. Vous devez voir le plan de l'épisode final avant samedi. L'écran lumineux a affiché le message de Tessa Cole pendant exactement 10 secondes avant que mon doigt ne clique sur le bouton de transfert. Envoyer une réponse directe semblait bien trop dangereux, le message est donc parti directement chez mon équipe juridique. Mon avocat a reçu des instructions strictes pour vérifier l'identité et le statut d'employé de l'expéditrice. 3 heures d'angoisse ont passé, s'étirant à un rythme agonisant et me faisant faire les 100 pas dans mon bureau. Enfin, l'avocat a rappelé, me confirmant que le numéro appartenait à un bureau légitime au sein de la société de production de mon père. Tessa possédait un accès autorisé aux fichiers du projet dans le cadre de son travail quotidien, ce qui faisait d'elle une lanceuse d'alerte légale plutôt qu'une pirate informatique. Un lien numérique chiffré et sécurisé est arrivé dans ma boîte de réception peu après le coucher du soleil. Caleb se tenait juste derrière ma chaise de bureau, sa main reposant, lourde et chaude, sur mon épaule alors que le premier document se chargeait. La page de titre blanche et brillante d'une présentation de projet a rempli l'écran. Juste en dessous du logo de la chaîne de mes parents, des lettres noires en gras formaient les mots « Épisode final, la confrontation du mariage ». Un scénario détaillé suivait sur la page suivante, décrivant explicitement ma mère entrant dans la réception vêtue d'une robe de deuil noire. Le point culminant émotionnel de leur scène planifiée reposait sur une seule ligne de dialogue dévastatrice, Beverly devait s'emparer d'un micro et annoncer à toute la salle que leur fille était morte pour eux. Mon estomac s'est noué en un œuf froid et serré. La cruauté allait bien au-delà d'un simple choix vestimentaire. Craig avait tapé des directives de caméra spécifiques, insistant sur l'exigence de garder l'objectif braqué étroitement sur mon visage au moment où je commencerais à pleurer ou à crier. Les notes de production misaient ouvertement sur le fait que la sécurité du domaine les expulserait de la salle de bal. Cette séquence exacte de leur expulsion physique serait montée plus tard, parfaitement cadrée comme la preuve qu'une enfant malade et ingrate rejetait agressivement l'intervention de sa famille aimante. Le fichier suivant dans le dossier prouvait qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'était une chaîne de messages internes datant d'il y a 4 ans. Beverly avait transféré l'email original célébrant ma fin de désintoxication réussie à son mari. La réponse de Craig se trouvait juste en dessous, claire comme de l'eau de roche. Le père écrivait que reconnaître une guérison stable compliquait le récit, ordonnant à l'équipe de montage de supprimer définitivement toute mention de ma sortie de clinique de leur support promotionnel. Les métadonnées attachées au fichier vérifiaient la chronologie, montrant la date exacte à laquelle mon père avait choisi un mensonge rentable plutôt que ma survie réelle. Caleb s'est éloigné du bureau, ses bottes frappant le plancher avec des bruits secs et furieux. Se tournant vers la fenêtre, sa mâchoire s'est serrée alors qu'il exigeait que nous annulions immédiatement la réservation du country club. Mon fiancé voulait déplacer la cérémonie dans un tribunal privé et bannir complètement ma famille. Ils installeront simplement leurs caméras sur le trottoir public devant le tribunal, lui ai-je dit, en gardant une voix calme mais ferme. Si nous fuyons, nous leur laissons à nouveau le contrôle de l'histoire. Craig se filmera simplement sous la pluie en prétendant que nous les avons enfermés dehors. Fuir signifiait capituler, et je refusais de passer mon mariage à me cacher d'un objectif de caméra. Nous avons passé les 48 heures suivantes à élaborer un piège.
Nous nous sommes coordonnés avec le responsable du domaine, établissant un calendrier strict, mes parents auraient exactement 2 minutes pour parler. Les agents de sécurité avaient pour instruction d'attendre près des portes, n'intervenant que lorsque je leur donnerais un signal physique spécifique. Nous avons également imposé que les invités ne puissent porter que des téléphones portables personnels, interdisant strictement tout matériel de diffusion professionnelle non enregistré d'entrer dans le bâtiment. Capturer la vérité nécessitait un réseau étanche de preuves indépendantes. Mon avocat a chargé un assistant juridique de surveiller le compte de réseau social public de mes parents depuis un bureau à distance. Dès qu'un direct commencerait, l'assistant commencerait à enregistrer l'écran de l'ordinateur, capturant le flux vidéo en direct, l'adresse web, l'horodatage exact et le défilement des commentaires. Pendant ce temps, notre équipe officielle de vidéastes de mariage a reçu une nouvelle série d'instructions. Il devait maintenir une caméra grand angle en train de filmer la piste de danse et garder une liaison audio directe depuis la cabine du DJ, quoi qu'il arrive. Enfin, le responsable du country club a confirmé que leur caméra de sécurité suspendue tournerait en continu, fournissant une chronologie visuelle silencieuse et indiscutable de chaque mouvement physique dans la salle. Caleb a pris en charge la présentation de la riposte. Nous nous sommes assis sur le tapis du salon, triant les fichiers numériques pour monter un diaporama. Mes doigts survolaient mes anciens dossiers médicaux, les pages détaillant mes moments les plus bas et les plus honteux. Une profonde vague de nausée m'a traversé la poitrine. J'ai fait glisser ces fichiers spécifiques directement dans la corbeille numérique. Je prouve qu'ils ont menti sur la chronologie, ai-je dit en levant les yeux vers l'homme que j'allais épouser. Je n'affiche pas ma pire année sur un écran de projection pour une salle remplie d'inconnus. Nous avons réduit la présentation à la plaquette commerciale, au scénario et à l'email unique confirmant ma guérison. Le piège était tendu, les preuves étaient propres et mes limites étaient verrouillées. Mais l'illusion d'un contrôle total a volé en éclats juste avant minuit le vendredi. J'étais assise dans ma chambre d'hôtel, en train de défroisser mon voile à la vapeur, quand mon téléphone portable a vibré sur la table de nuit. Un ultime message urgent de Tessa est apparu sur notre canal chiffré. Craig sait que quelqu'un a fait fuiter les fichiers, disait le message. Il a modifié une partie du plan. L'avertissement de Tessa résonnait dans ma tête lorsque ma mère s'est emparée du micro. Nous avions réussi à bloquer leurs lourds trépieds aux portes d'entrée du country club, et l'équipe de sécurité avait rigoureusement vérifié chaque sac de prestataires, confisquant 2 caméras de diffusion professionnelle avant même le début de la réception. Mais Craig avait déjoué le périmètre physique en utilisant un complice involontaire. Ma vieille tante était entrée dans la salle de bal en tenant un second téléphone portable, croyant totalement que Beverly avait besoin de l'appareil pour coordonner un chauffeur après le mariage. Ce petit morceau de verre et de métal était déjà connecté au compte médiatique principal de mes parents, relié directement à un réseau de données cellulaires et contournant entièrement le réseau du domaine. Des heures plus tôt, leur chaîne avait publié une notification de mauvais augure pour une diffusion programmée intitulée « Ce soir, nous disons enfin la vérité sur notre fille ». Des centaines de voisins, de membres de l'église et de parents éloignés attendaient déjà en ligne lorsque la caméra est passée en direct. Maintenant, ma mère se tenait sous le lustre en cristal dans sa robe de deuil noir, me déclarant morte devant toute la salle. Sa prestation larmoyante correspondait parfaitement au scénario volé, jusqu'à ce que mon père entre dans le cadre. Craig a pointé son doigt agressif vers Caleb, et la déviation contre laquelle Tessa m'avait mise en garde s'est enfin révélée. Au lieu de simplement alimenter le récit de l'addiction, mon père a lancé une toute nouvelle attaque. Il a accusé haut et fort mon nouvel époux d'exploitation financière, prétendant que Caleb m'avait isolé pour vider mes comptes bancaires. Ce nouveau mensonge n'était absolument pas scénarisé, conçu pour nous détruire tous les deux en un seul mouvement rapide. Avant que les agents de sécurité ne puissent réagir, une vive piqûre de panique m'a frappé la poitrine, mais j'ai croisé le regard de Caleb à travers la piste de danse, lui faisant 2 rapides signes de la tête. J'ai signalé à mon mari d'abandonner les diapositives médicales prévues et de passer directement aux documents financiers. Caleb a bougé avec une détermination calme, s'avançant pour prendre le micro des mains de ma mère. Appuyant sur une petite télécommande, il a fait vivre le mur de la salle de bal avec le vieil email de ma mère célébrant ma guérison stable. Craig a immédiatement bafouillé, agitant une main frénétique vers la projection et hurlant que le document était un mensonge fabriqué. Mon mari ne s'est pas disputé, car les preuves parlaient plus fort que n'importe quelle altercation. Il a simplement réappuyé sur la télécommande. La présentation du projet de documentaire est apparue sur le mur, affichant les lettres en gras me traitant d'accro-active. Avant que mon père ne puisse hurler un autre déni, la diapositive est passée à une chaîne de mails complexes. Le message affichait l'adresse numérique exacte de Craig,
avec un horodatage et les métadonnées prouvant qu'il avait délibérément ordonné à son équipe de montage d'effacer toute mention de ma réhabilitation réussie. Le silence dans la salle est passé du choc à une tension profonde et inconfortable, plantant une graine qui allait faire exploser Internet. Pendant que les invités du mariage fixaient le mur, un tout autre type de chaos a éclaté en ligne. Notre assistant juridique était bien installé dans un bureau du centre-ville de Columbus, enregistrant chaque seconde du flux vidéo en direct ainsi que le défilement du chat. Les commentaires numériques, qui avaient commencé par des prières sympathiques, se sont soudainement brisés dans la confusion et la colère. Une femme de la rue de mes parents a tapé un message furieux en majuscules, exigeant des réponses parce que Beverly venait de dire au groupe de quartier que je refusais activement tout traitement. La lumière vive du projecteur a exposé de la vérité, et le front uni de mes parents s'est effondré en temps réel. La panique a balayé la façade tragique de ma mère, la poussant à pointer un doigt tremblant directement vers son mari. Elle a pleuré dans le micro que Craig était celui qui transformait notre douleur familiale en un commerce impitoyable. Mon père a immédiatement riposté, le visage devenant rouge foncé alors qu'il hurlait que la robe de funérailles et la réplique de la fille morte étaient entièrement ses idées à elle. Se tenant là, devant une caméra en direct, ils ont accidentellement tout confirmé. Les deux personnes qui m'avaient élevé ont avoué connaître le scénario, avoir mis en scène la confrontation et exploité l'événement pour faire des vues. Leurs tentatives désespérées pour esquiver la faute n'ont fait que cimenter leur culpabilité dans les enregistrements de sécurité du domaine et sur la bande audio officielle de notre vidéo de mariage. S'avançant, j'ai doucement pris le micro de la main de Caleb. Le métal froid me ancrait dans la réalité. Vous étiez prévenus, ai-je dit aux deux inconnus qui se tenaient sur ma piste de danse. Vous connaissiez la vérité et vous avez choisi la version qui payait le mieux. Regardant au-delà d'eux, j'ai croisé le regard du chef de la sécurité près des doubles portes et j'ai fait un dernier signe de la tête. 3 hommes en costume sombre sont immédiatement intervenus, guidant fermement mes parents hors de la scène, ne laissant plus le temps à Beverly de pleurer et refusant de laisser Craig débiter une autre excuse. J'ai tourné le dos, faisant face à mes invités abasourdis. J'ai forcé un petit sourire poli. Ils ont pris assez de cette journée, ai-je dit, faisant signe au groupe de reprendre la musique. Alors que le chanteur de jazz s'avançait à nouveau nerveusement vers le micro, une lourde vibration a fait trembler ma cuisse. J'ai sorti mon téléphone d'une poche cachée dans ma jupe en soie. L'écran était complètement rempli de notifications frénétiques. Un SMS de la tante qui avait involontairement introduit le téléphone caméra se trouvait tout en haut, tout le monde regarde, a-t-elle écrit, ainsi que tout le quartier de tes parents. Juste en dessous de cet avertissement, un autre message est arrivé de mon avocat, ne les laisse rien supprimer. Le direct vient de changer toute la donne. Le groupe de jazz a retrouvé un rythme et les lourdes portes de la salle de bal se sont refermées derrière mes parents. Un soupir collectif a traversé la pièce, faisant frémir les robes en soie et bouger les chaises en velours. Caleb a entouré ma taille de son bras, m'entraînant fermement au centre du parquet pour notre première danse. La chanson n'était pas parfaite et mon pouls martelait encore ma clavicule, mais ce moment n'appartenait qu'à nous. Quelques invités plus âgés se sont approchés de notre table plus tard dans la soirée, leur voix douce. J'ai accepté leurs mots d'un simple hochement de tête, refusant de transformer ma réception de mariage en conférence de presse. Les véritables répercussions ont commencé à se dérouler sur un écran lumineux dans notre suite d'hôtel à 2 heures du matin. Mon téléphone n'a cessé de vibrer sur la table de nuit en bois. En déverrouillant l'appareil, j'ai découvert un déluge de messages de la famille élargie. Certains cousins offraient un soutien immédiat, tandis qu'une tante plus âgée me réprimandait pour avoir étalé des affaires familiales privées en public, ignorant totalement le fait que mes parents avaient apporté la caméra. Un autre message contenait une capture d'écran du groupe de discussion familiale principal. L'image montrait des dizaines de proches réagissant au direct en temps réel, regardant toute la confrontation se dérouler. Tout en bas de l'image capturée, une petite notification indiquait que l'oncle qui avait toujours défendu haut et fort mon père avait simplement quitté la conversation sans taper un seul mot. Au moment où le service d'étage a livré le café le lendemain matin, l'effondrement social s'était déjà étendu au-delà de notre arbre généalogique. Caleb lisait à haute voix les mises à jour des informations locales, assis sur le bord du lit d'hôtel. 2 camions d'information étaient actuellement garés dans la rue devant ma maison d'enfance. Des voisins qui avaient auparavant assisté aux événements caritatifs de Beverly ont reconnu l'arnaque et ont commencé à exiger des comptes sur les forums communautaires. Un membre du conseil paroissial de ma mère m'a envoyé un email discret me confirmant que la congrégation avait temporairement suspendu Beverly de son rôle de dirigeante dans le programme de soutien aux familles.
Moins d'une heure plus tard, une association d'entreprises du centre-ville a officiellement annulé la prochaine intervention publique de mon père. Les murs se refermaient sur leur empire soigneusement construit, mais les animaux traqués mordent toujours, et mes parents ne faisaient pas exception. Craig a lancé sa contre-offensive juste avant midi. Mon père a publié une déclaration tapée sur toutes leurs plateformes, prétendant agressivement que les documents projetés au mariage avaient été volés et malicieusement altérés. Beverly a enchaîné immédiatement avec une vidéo en pleurs enregistrée dans sa cuisine. La femme plus âgée sanglotait face à l'objectif, déclarant que sa propre fille avait orchestré une embuscade cruelle pour détruire un ministère bâti sur l'amour. Leurs fidèles abonnés ont inondé la section des commentaires, exigeant justice pour les parents brisés. Ils pensaient pouvoir retourner la situation une dernière fois, comptant sur le fait que le public d'Internet a une mémoire extrêmement courte. Mais ils n'avaient aucune idée du filet invisible qui se refermait lentement sur leur entreprise. Mes parents ne savaient pas que notre assistant juridique avait capturé un enregistrement d'écran parfait de toute leur diffusion publique, avec l'adresse web et les commentaires des spectateurs en direct. Ils ignoraient totalement que les vidéastes du mariage possédaient des images haute définition impeccables avec des liaisons audio directes. De plus, le responsable du country club avait déjà verrouillé définitivement les enregistrements de sécurité, préservant une chronologie silencieuse et impartiale de chaque mouvement physique dans cette salle de bal. La pression pour me défendre en ligne me semblait incroyablement lourde, et mes doigts ont survolé le clavier plusieurs fois cet après-midi-là. Caleb a doucement retiré l'ordinateur portable, me rappelant que m'engager dans une joute verbale numérique ne ferait que donner plus de trafic rentable à leur chaîne. Nous avons choisi le silence stratégique à la place. Notre avocat a diffusé un unique et bref communiqué à la presse, confirmant que les documents frauduleux seraient traités strictement par les voies légales appropriées. J'ai envoyé un message privé à mes invités, demandant à chacun de s'abstenir de partager en ligne les chronologies médicales spécifiques ou les photos personnelles. Pendant qu'Internet enrageait, la machine juridique se mettait silencieusement en marche. Mon avocat a passé la matinée de lundi à envoyer des lettres officielles de conservation de preuves à toutes les parties impliquées dans la diffusion. Des documents formels sont tombés sur le pas de la porte de mes parents, au siège de la plateforme de réseau social et au bureau de la société de production indépendante. Les avis juridiques comportaient de lourdes peines en cas de destruction de données liées à l'événement. Tessa a confirmé via notre canal chiffré que les présentations originales et les emails internes restaient sauvegardés en toute sécurité sur les serveurs de son employeur. L'assistant juridique a verrouillé l'enregistrement d'écran dans un coffre-fort numérique sécurisé, tandis que l'équipe de vidéastes a remis ses fichiers maîtres directement au cabinet d'avocats. L'équipe juridique a découvert une fissure structurelle massive dans les affaires de mon père tard cet après-midi-là. Les producteurs du documentaire ont non seulement suspendu le projet de film à venir, mais leurs avocats d'affaires ont contacté notre bureau avec une révélation terrifiante, pour garantir son financement initial. Craig avait soumis une garantie écrite promettant explicitement que j'avais donné mon accord légal complet pour apparaître dans l'épisode final. Mon père avait activement forgé une promesse qu'il ne pourrait jamais tenir, transformant un simple différend familial en une violation massive de contrat et une utilisation non autorisée de mon image personnelle. Les enjeux se sont instantanément multipliés, passant de l'embarras social à une responsabilité financière sévère. Le mercredi matin, Caleb et moi étions assis dans une salle de réunion en verre élégante donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Notre avocat a fait glisser un fin dossier couleur crème sur la table en acajou poli, plaçant deux options très différentes juste devant moi. Vos parents paniquent, a expliqué l'avocat en tapotant le dossier. Leurs représentants viennent d'offrir un règlement à l'amiable discret. Vous acceptez un versement rapide et généreux aujourd'hui, vous signez un accord de confidentialité, et toutes les anciennes vidéos disparaissent silencieusement d'ici demain soir. Votre seconde option implique un long procès civil public. Cela va coûter des mois de votre vie, mais nous pouvons les forcer à publier une rectification formelle sur leur propre plateforme. L'argent rapide offrait une porte de sortie immédiate, une chance de simplement tourner la page et de ne plus jamais repenser à leur chaîne médiatique. Mon mari a tendu la main sous la table, sa main chaude reposant sur mon genou, attendant ma décision. J'ai fixé l'offre de règlement pendant un long moment, me souvenant des milliers d'inconnus qui avaient cru les pires choses sur moi pendant des années. Fermant le dossier, j'ai repoussé les documents sur le bois poli. Je ne veux pas d'argent pour me taire, ai-je dit, ma voix parfaitement stable dans la pièce calme. Je veux que le mensonge soit corrigé exactement là où ils l'ont vendu. Les mois qui ont suivi cette réunion dans la salle de conférence se sont transformés en un long et éprouvant test d'endurance. Choisir la voie publique signifiait traîner une guerre familiale à travers les rouages formels du système judiciaire civil.
Mon avocat a déposé des plaintes complètes centrées sur l'imposition intentionnelle de détresse émotionnelle, la diffamation et l'exploitation commerciale non autorisée de mon nom et de mon image. Nous ne nous attendions pas à une victoire immédiate, et la procédure judiciaire avançait à un rythme glacial et épuisant. Toutes les quelques semaines apportaient une nouvelle série de dépositions, de révisions de documents et de requêtes déposées par l'équipe de défense de mon père. La transparence financière est arrivée morceau par morceau grâce aux pièces communiquées sous contrainte judiciaire, peignant un tableau dévastateur de l'empire numérique de mes parents. Les relevés bancaires et les analyses de plateformes ont révélé la véritable échelle des flux financiers générés par leur tragédie soigneusement cultivée. Les revenus publicitaires, les cachets d'intervenants et les dons directs des fans avaient canalisé des centaines de milliers de dollars vers un compte joint au fil des ans. Les experts comptables judiciaires ont découvert qu'une portion substantielle de ces dons caritatifs, destinés à soutenir des familles en deuil, avait plutôt été détournés pour financer leur mode de vie personnel et leurs frais de production. L'échafaudage d'entreprises soutenant leur marque a commencé à s'effondrer par le haut. Deux grands sponsors corporatifs, horrifiés par les révélations de la diffusion en direct du mariage et par le litige en cours, ont brutalement résilié leur contrat. La société de production indépendante détenant les droits du documentaire a officiellement annulé le projet, exigeant le remboursement immédiat d'une lourde avance financière. Pendant ce temps, la plateforme de vidéo en ligne a suspendu la monétisation sur l'ensemble de leur chaîne, gelant leur principale source de revenus pendant que des enquêteurs analysaient les accusations de fraude. Les conséquences sociales se sont rapidement propagées dans leur quartier résidentiel de Columbus. Des journalistes et des blogueurs curieux garaient parfois leur voiture près de la maison de mes parents, faisant crépiter leurs appareils photo dès que la porte du garage s'ouvrait. Des voisins de longue date qui avaient généreusement donné à leur collecte de fonds en ligne se sont prudemment distancés, réalisant qu'ils avaient été manipulés. Une réunion communautaire a été organisée par des membres de l'église locale, exigeant une comptabilité transparente de tous les fonds caritatifs collectés sous couvert de défense des familles. Beverly s'est retrouvé complètement dépouillé de ses postes au sein du comité, tandis que Craig a vu sa petite entreprise de conseil en communication s'effondrer du jour au lendemain. Vivre sous le même toit a rapidement dressé mes parents l'un contre l'autre à mesure que la pression montait. Beverly a coincé son avocat lors d'un appel téléphonique commun, pleurant hystériquement et accusant Craig d'avoir poussé le système de monétisation trop loin. Mon père a riposté par l'intermédiaire de son propre conseil juridique, rendant public une série de mails internes prouvant que ma mère avait personnellement écrit chaque scénario dramatique et chaque légende émotionnellement chargée. Leur mariage s'est brisé le long des lignes de fracture de la préservation de soi, transformant leur maison en un champ de bataille froid où ils ne communiquaient plus que par équipe d'avocats interposés. Le coût émotionnel de cette procédure en cours pesait également lourdement sur mes propres épaules. Préparer ma déposition exigeait de rester assise dans une petite salle de réunion pendant des heures, me forçant à raconter les jours les plus sombres de mon ancienne addiction à des inconnus en costume formel. Ma réputation professionnelle a fait l'objet de murmures subtils lorsqu'un pli anonyme contenant d'anciens dossiers médicaux a été envoyé aux bureaux administratifs de mon programme de logement. Une membre du conseil régional m'a fait venir dans son bureau privé pour exprimer son inquiétude face au drame public. J'ai calmement posé mes dossiers de sortie de clinique et mes documents de certification actuels sur le bureau, la regardant droit dans les yeux. Le conseil a voté à l'unanimité pour me maintenir à mon poste, mais l'expérience a laissé une douleur vive derrière mes côtes. À travers chaque soirée difficile, Caleb est resté un point d'ancrage stable et inébranlable. Mon mari ne s'est pas plaint une seule fois de l'augmentation des frais d'avocat ou des flux ininterrompus de papier qui envahissaient notre table de salle à manger. Chaque fois que l'épuisement menaçait de m'engloutir, il me préparait simplement un thé, posait une main chaude sur mon épaule et me rappelait pourquoi nous refusions de céder. Nous ne nous battions pas par vengeance, nous nous battions pour le simple droit de définir notre propre réalité. Le tournant est enfin arrivé 7 mois après le jour de notre mariage, lorsque notre avocat nous a rappelés dans son bureau aux parois de verre. Un épais dossier couleur manille reposait au centre de la table en acajou, contenant les conditions finalisées d'un accord complet. Mes parents avaient épuisé leurs ressources financières à mener une bataille perdue d'avance contre un mur étanche de preuves. Leur société de production a été liquidée, leurs principaux comptes d'épargne ont été vidés pour couvrir les frais d'avocat, et ils ont été contraints de mettre leur grande maison de banlieue en vente sur le marché pour satisfaire aux demandes de restitution imminentes. L'accord proposé accordait chacune des demandes que j'avais formulées à l'origine, ils acceptaient de payer des dommages-intérêts financiers substantiels, d'effectuer des remboursements complets aux donateurs par le biais d'un fonds de restitution contrôlé. Et de nettoyer totalement leur plateforme de chaque vidéo mentionnant mon nom. Mais alors que mes yeux parcouraient le dernier paragraphe, un obstacle familier est apparu en gras,
mon père était prêt à renoncer à l'argent et à la chaîne, mais une clause obstinée au bas indiquait explicitement qu'il refusait une demande spécifique. Ils étaient d'accord pour publier une déclaration écrite rédigée par nos avocats, mais ils refusaient catégoriquement d'allumer une caméra et de lire une rétractation publique de leur propre voix. J'ai levé les yeux des papiers, croisant le regard calme de mon avocat à travers le bois poli. Ils payeront les dommages et fermeront les chaînes, a dit prudemment l'avocat, en s'adossant à son fauteuil en cuir. Il s'arrête simplement à l'idée de se filmer en train de présenter des excuses. J'ai fermé le dossier d'un coup sec et décisif. Me levant de la table, j'ai lissé ma jupe et j'ai regardé vers la porte où Caleb m'attendait déjà avec mon manteau. Alors on continue, ai-je dit. Leur refus de lire une rétractation face caméra a mis fin aux négociations de règlement cet après-midi-là. Mon avocat a officiellement rejeté l'accord partiel et a continué à préparer l'affaire pour le procès. Au cours des 3 semaines suivantes, les deux parties ont échangé leur liste finale de témoins, organisé les dossiers financiers et identifié les emails internes qui seraient présentés en audience publique. Les avocats de mes parents ont fait plusieurs tentatives pour relancer l'accord sans la correction enregistrée, mais j'ai refusé chacune d'elles. 4 jours avant le procès prévu, Beverly et Craig ont assisté à une ultime conférence de règlement avec leurs équipes juridiques respectives. À ce stade, ils comprenaient que les relevés bancaires, les contrats documentaires, les séquences du mariage et les chaînes de mai non éditées feraient partie du dossier public si le procès avait lieu. Leur dernier sponsor était parti, leurs frais juridiques continuaient de grimper, et ni l'un ni l'autre ne voulait témoigner sous serment sur la personne qui avait créé cette fausse histoire. Ce soir-là, leurs avocats ont soumis un accord révisé acceptant chaque condition d'origine. Beverly et Craig ont finalement accepté d'enregistrer la correction complète sans condition de montage ni commentaires supplémentaires. Ils ne se sont pas rendus parce qu'ils s'étaient soudainement découvert une conscience, ils se sont rendus parce que le procès n'était qu'à quelques jours et que les preuves ne leur laissaient aucun endroit où se cacher. Le règlement financier final a démantelé leur empire numérique morceau par morceau. Le projet de documentaire a été définitivement annulé et leur chaîne médiatique principale a perdu ses privilèges de monétisation pour toujours. Les avances d'entreprise restantes et une grande partie de leurs gains passés ont dû être remboursés par le biais d'un fonds de restitution supervisé par le tribunal. Pour couvrir les frais de justice accumulés, les dommages-intérêts ordonnés par le tribunal et la dette massive, Beverly et Craig ont été contraints de mettre leur grande maison de banlieue sur le marché. Un camion de déménagement imposant est apparu dans leur allée lors d'un matin frais, tandis que les voisins regardaient derrière des rideaux fermés, refusant d'offrir la moindre aide. Craig a également perdu le contrôle de sa petite entreprise de conseil en communication, liquidant ses actifs professionnels pour satisfaire aux jugements monétaires finaux. L'isolement social est arrivé tout aussi rapidement que la ruine financière. Les membres de la famille élargie qui avaient regardé le direct du mariage n'achetaient plus le récit selon lequel j'avais monté une embuscade cruelle contre mes parents. La communauté paroissiale locale a formellement demandé à Beverly de quitter son poste de direction, la dépouillant du projecteur public hebdomadaire qu'elle chérissait tant. Les donateurs qui avaient contribué à leur collecte de fonds en ligne ont reçu des avis officiels par email de la part des administrateurs de la plateforme, accompagnés d'instructions sur la manière de réclamer un remboursement complet sur les comptes gelés. Personne n'a organisé de fête de départ pour eux, et aucun ami sympathisant ne s'est manifesté pour défendre leur réputation en public. La séance d'enregistrement vidéo obligatoire s'est déroulée dans un cabinet juridique neutre, sous l'œil vigilant d'un greffier. Mes parents étaient assis côte à côte devant le même anneau lumineux et la même toile de fond en tissu qu'ils avaient utilisée pendant des années pour diffuser leur tragédie fabriquée. Il n'y avait pas de musique de fond émotionnelle, pas de pause dramatique, et aucun montage astucieux n'était autorisé. Beverly a dû regarder directement l'objectif de la caméra et déclarer clairement que j'avais terminé avec succès mon traitement médical des années auparavant. Elle a été forcée d'avouer qu'ils connaissaient la vérité sur ma guérison, mais qu'ils avaient délibérément choisi d'utiliser un langage trompeur pour augmenter leur nombre de spectateurs. De plus, elle a dû avouer qu'ils n'avaient jamais obtenu d'autorisation légale pour exploiter la cérémonie de mon mariage à des fins de divertissement commercial. Craig a dû emboîter le pas immédiatement. Mon père semblait pâle et épuisé alors qu'il lisait sa partie de la déclaration, confirmant officiellement que les documents présentés au mariage étaient entièrement authentiques et totalement exempts de toute altération numérique. Lorsque le fichier vidéo brut est arrivé au bureau de notre avocat, je ne suis pas resté assise à regarder l'enregistrement en entier. J'ai seulement vérifié la barre de lecture pour m'assurer que la séquence n'était pas éditée et que la boîte de description contenait le lien actif pour les remboursements des donateurs. La vidéo finale est passée en direct sur leur chaîne principale un mardi après-midi,
devenant instantanément le contenu le plus vu qu'ils aient jamais produit. La section des commentaires s'est rapidement remplie de messages choqués de la part d'anciens abonnés qui réalisaient avoir été systématiquement trompés pendant des années. J'ai fermé l'écran de mon ordinateur portable, je me suis détourné des notifications et je n'ai plus jamais ouvert leur chaîne. La dernière tentative désespérée de réconciliation est arrivée par la poste une semaine après la publication de la vidéo. Beverly a envoyé une lettre manuscrite à mon bureau, me suppliant de lui accorder une rencontre privée pour que nous puissions enregistrer une ultime conversation familiale à huis clos. En tenant le papier plié dans ma main, j'ai réalisé que ma mère considérait toujours les relations humaines comme une représentation exigeant un public ou un appareil d'enregistrement. Craig n'a pas tenté de contact direct, bien que son avocat ait gentiment demandé si je les autoriserais à archiver quelques anciennes vidéos de vacances sur un disque dur privé. J'ai rejeté les deux demandes sans une seconde d'hésitation. 10 mois s'étaient écoulés depuis l'après-midi où mes parents étaient entrés dans ma réception de mariage vêtus de robes de deuil noires. Assise à la table en bois de la cuisine dans notre duplex, j'ai ouvert le dossier d'admission médicale pour mon programme de logement temporaire et j'ai pris un stylo. Quand je suis arrivé à la section demandant le nom d'une personne à contacter en cas d'urgence, ma main n'a pas tremblé. J'ai tracé une ligne nette sur le nom de ma mère, rayant le numéro de téléphone que j'avais mémorisé enfant, et j'ai écrit le nom de Caleb à la place. Mon mari est entré dans la cuisine en tenant 2 tasses de café, s'arrêtant à côté de ma chaise pour regarder les papiers. Il a tendu la main doucement, posant la sienne sur la mienne pendant que nous fixions une photo de mariage encadrée posée sur le comptoir. Sur l'image, nous sourions brillamment sous une canopée de feuilles d'automne, entourés d'amis qui nous aimaient pour ce que nous étions, totalement libres de cadres vides ou d'invités indésirables. Je n'ai pas passé une seule seconde à célébrer le fait que mes parents aient perdu leur maison et leur gagne-pain. La vraie paix n'avait rien à voir avec leur punition, et tout à voir avec ma propre libération. J'ai enfin compris que je n'avais besoin de personne pour me forcer à me faire aimer d'eux, parce que j'avais simplement arrêté de les laisser vendre un mensonge. Quand quelqu'un utilise vos luttes les plus profondes pour se construire une scène, vous n'avez pas à rester piégé dans son scénario. Protéger sa paix signifie parfois s'éloigner des personnes censées vous garder en sécurité, et ce choix ne fait pas de vous quelqu'un de brisé. Vous avez le droit de dépasser les versions de vous-même que les autres essaient de figer dans le temps, et vous ne devez jamais votre silence à quiconque, juste pour garder leurs illusions vivantes. La vraie force ne consiste pas à laisser les gens vous marcher dessus jusqu'à ce qu'ils se sentent enfin coupables, elle consiste à tracer une ligne nette et inflexible, et à refuser de laisser quiconque définir votre valeur. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui aimait l'idée de votre souffrance plus qu'il ne vous aimait vous? Et comment avez-vous enfin trouvé le courage de réclamer votre propre histoire?